Merci beaucoup Didier Maigrand. Merci, bonjour à toutes et à tous. Table ronde consacrée aux proches, aux jeunes qui sont proches d'une personne avec des troubles mentaux, des troubles psychiques. Justement, ça sera une question qu'on va se poser. Comment est-ce qu'on nomme, quel nom on donne sur ces troubles-là? Didier Maigrand, je suis donc assesseur de la commission culture du Conseil national consultatif des personnes handicapées, où je travaille en particulier sur les questions de représentation du handicap ou des handicaps, et en particulier dans les médias. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en dire un petit mot tout à l'heure. On va faire un tout premier tour de table, si vous voulez bien, avec nos intervenants. Laurent, vous êtes tout au bon, on commence par vous. On finira par les dames. Allez-y. Bonjour à tous, donc Laurent Lecardeur, je travaille avec l'UNAFAM dans le projet Santé mentale des jeunes, notamment à travers une expérience qui s'appelle Brave Together. Et au-delà de ça, j'ai travaillé pendant 20 ans dans un service de psychiatrie, dans une équipe de prise en charge des jeunes présentant leurs premiers troubles psychiques, et puis donc avec leurs proches, leurs colocataires, leurs frères, leurs sœurs, leurs petites amies, etc. Merci. Hélène Daftian. Bonjour, donc je suis Hélène Daftian, docteur en psychologie, et j'ai travaillé longtemps à l'UNAFAM où j'ai commencé à ouvrir un peu la question des frères et sœurs de patients, avec une enquête auprès de 600 frères et sœurs en 2003. Et tout ça m'a amené à me préoccuper, et peut-être encore plus aujourd'hui, de la question des jeunes qui grandissent auprès d'un proche en souffrance psychique, donc les enfants et les frères et sœurs, parce qu'on vient de parler du désir d'enfant, mais une fois que l'enfant est là, il faut l'accompagner. Donc voilà, donc le dispositif Les Funambules accueille, accompagne, informe des enfants, adolescents, jeunes adultes de 7 ans à 25 ans qui grandissent auprès d'un proche en souffrance psychique dans leur famille. Merci. Alexandra Bichon. Oui, bonjour, je suis Alexandra. Donc, je suis effectivement maman d'un jeune adolescent de 16 ans qui est atteint de troubles psychiques, de schizophrénie. J'ai, au décours de ce parcours de vie, créé une association qui s'appelle les Assiettes Chinoises, qui est plus particulièrement dédiée à la pérédance familiale des personnes concernées par l'impact d'une schizophrénie, notamment un début précoce, très précoce, puisque c'est notre histoire à nous. J'ai aussi la particularité de base, dans un autre chapitre antérieur de ma vie, d'être infirmière de secteur psychiatrie, et j'exerçais plus particulièrement auprès d'adolescents, jeunes adultes, aux prises avec un premier épisode psychotique. Donc voilà, c'est toute une histoire. Merci, on va rentrer dans les détails dans un instant. On a une petite vidéo à vous présenter d'abord. C'est justement le témoignage d'un jeune. Il a aujourd'hui 22 ans, il est belge, et il va vous expliquer, mieux que moi, en une minute, son parcours, son histoire au sein de sa famille. Tous, je ne sais pas exactement par quoi je peux commencer donc, pour raconter mon histoire. Vous avez été un enfant oublié, c'est ça? Est-ce qu'on peut le définir comme ça? Oui, je l'ai ressenti comme ça. J'ai à un moment donné, oui, eu la sensation d'être oublié, abandonné, et de tous. La maladie de ma maman nous a frappé comme la foudre. On s'y attendait pas vraiment, enfin on s'y attendait pas du tout même. Ça a démarré en fait avec le décès de mon papa. Et si les premiers mois, elle a géré comme elle pouvait avec le décès de son mari. Son état de santé mentale s'est décliné. Et jusqu'au jour où je suis rentré à la maison et il y avait une lettre sur la table qui disait que ma maman était dans un hôpital psychiatrique et mon petit frère était dans un centre pour les enfants. Enfin voilà. Donc je me suis retrouvé tout seul quand j'avais 17 ans. J'essayais de m'accrocher à tout ce à quoi je pouvais m'accrocher, mais c'était compliqué. Donc je prenais le train pour aller voir ma maman et mon petit frère quand c'était possible. Et c'est vrai que j'ai pas demandé beaucoup d'aide. Le témoignage de Thomas, donc, qui dit je me suis retrouvé finalement tout seul parce que trop vieux pour qu'on s'occupe de lui et trop jeune pour être dans le grand bain des adultes. Alexandra, j'avais envie de commencer par vous. Comment on parle
cette maladie aux frères et sœurs. Quels mots vous avez utilisés pour en parler avec les frères et sœurs de votre fils? Alors je pense que on n'attend peut-être pas déjà le diagnostic avant d'en parler. Et puis la première des choses à se poser comme question, c'est pas forcément comment on en parle, mais est-ce que la fratrie est OK pour en parler? Je tiens à insister là-dessus parce qu'aujourd'hui, on nomme beaucoup les fratries sous le terme de jeune aidant. Et du coup, il y a comme une injonction à forcément occuper une place particulière dans le parcours de la maladie, dans l'histoire de la maladie. Or, ils ont aussi le droit de ne pas endosser ça et de ne pas avoir envie d'en parler et de vivre ce lien à leur façon. Donc je pense qu'avant de dire il faut qu'on en parle, l'idée elle est aussi de dire voilà, d'ouvrir des lieux, des tiers-lieux qui sont très importants au possible, donc d'identifier des tiers-lieux où ils ont la possibilité d'en parler, s'ils le souhaitent. Et puis effectivement de faire circuler les paroles, ce qui n'est pas toujours évident parce qu'on ne peut pas penser rétablissement d'un usager impacté, surtout quand c'est des jeunes âges comme ce qui nous est arrivé dans notre famille, sans en parallèle parler rétablissement d'une famille. Donc pour moi c'est compliqué de... Mais on imagine que les questions elles arrivent, les frères et sœurs ils s'interrogent. Oui, ils se questionnent ou pas, ou parfois ils se questionnent et ils demandent de l'aide et ils la reçoivent pas. Quand on en parle, bien sûr qu'on en parle, mais en fait on ne parle pas forcément de la maladie, on parle de comment va la personne, de comment... Bien sûr qu'on essaye de faire de la mise en sens, mais on s'adapte au moment où les questions émergent, et ça, c'est pas forcément à nous de décider. Je veux dire, ça questionne de la nécessité d'absolument vouloir recentrer que par le prisme du... On pourrait ne rien dire? Faire comme si... Est-ce que ça ne serait pas du déni? Il ne faut pas faire la convolution, c'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il faut se méfier de ne pas être qu'à travers le prisme de la maladie. Certes, il y a une maladie, mais moi j'ai un enfant qui s'appelle Nathan, qui est atteint d'une maladie, mais... c'est Nathan, je veux dire. Donc, je pense que les premières difficultés qui viennent dans la famille, c'est pas tant parce qu'ils sont pas idiots. Je veux dire, la fratrie, ils vivent ensemble et je pense qu'ils comprennent très vite, peut-être même plus vite que nous en tant que parents. Je sais pas, Hélène, tu auras certainement des choses à dire de ce côté-là. Mais ce qui les importe, c'est comment on va tous en fait, et puis qu'est-ce qui se passe et comment on peut être aidé. Et là, il y a vraiment de quoi discuter. Voilà, enfin, attention à ne pas résumer la famille à ça aussi, à ce diagnostic. Et il y a toute autre chose à échanger. Et évidemment qu'on prend les choses comme elles viennent, quand elles viennent. Et là, il y a un sacré travail à mettre en place, notamment, c'est pour ça que j'ai développé la pérédance familiale. Pour aider. À un moment donné, il y a un diagnostic, vous avez parlé de schizophrénie tout à l'heure, il y a un diagnostic qui tombe. Est-ce que, du coup, c'est un soulagement parce qu'on sait mettre un nom, ou au contraire, c'est comme un verdict qui serait tombé? Moi, j'ai envie de dire que chaque histoire est singulière et que je ne peux pas parler au nom de chaque famille et de chaque personne confrontée à ça. Pour certains, le diagnostic, effectivement, va venir rassurer. Pour d'autres, ce qui fut mon expérience, ça n'a pas été rassurant parce qu'on n'a pas eu... Ça n'a pas été une mise en sens et une mise en orientation de soins derrière. Donc le diagnostic, ok, mais au service de quoi, en fait? Oui. Voilà. Donc ce diagnostic, nous, de toute façon, en plus, un diagnostic, il se pose pas en 3 jours, en 3 semaines. C'est un minimum de 6 mois d'observation en milieu de soins, avec un cortège de symptômes et de comportements, etc., à observer. Et à partir de là, dites-vous bien que la famille, elle a déjà évolué. Est-ce qu'il faut attendre le diagnostic pour parler? Est-ce qu'il faut attendre le diagnostic pour entourer une famille? Est-ce qu'il faut attendre un diagnostic pour faire circuler les choses entre professionnels de santé, famille, usagers? J'ai du mal à dissocier la fratrie d'un côté, les enfants d'un autre côté, la famille d'un autre côté. Non, il y a un système à prendre en considération, vraiment. Il y a une urgence de ce côté-là, on le sait. Laurent Lecardeur, comment on explique, vous avez reçu des jeunes, sans doute aussi avec l'entourage, quels mots on met indépendamment du diagnostic, autour de ces pathologies, avec les jeunes et avec leurs frères et sœurs, leur entourage? Alors effectivement, parmi les questions qui sont posées, c'est particulièrement important pour les personnes qui viennent nous voir. Qu'est-ce que mon copain, ma copine, qu'est-ce que ma meuf, mon mec, il a? Qu'est-ce que mon frère, il présente? Et comment je peux faire?
Du coup, la notion de diagnostic, malgré tout, ne doit pas être oubliée parce qu'elle met, en tout cas, elle donne une information que les personnes peuvent utiliser par la suite pour elles-mêmes se donner une forme de compréhension et de la situation. À côté de ça, ce que les jeunes que j'ai pu rencontrer me posaient souvent comme question, c'est des questions vis-à-vis de l'actualité maintenant. Donc comment je fais? Et dans le futur, qu'est-ce que ça va devenir? Qu'est-ce que mon frère, qu'est-ce que ma sœur, qu'est-ce que mon petit ami va devenir dans le futur? En conséquence, ce qui marque particulièrement, c'est l'interaction entre le diagnostic et l'individu. Quand un frère, une sœur, un copain, une copine viennent nous voir, un colocataire, ce qu'ils nous demandent, c'est pas forcément qu'est-ce qu'il a, c'est plutôt comment on peut faire au quotidien. Qu'est-ce qu'on peut lui apporter, comment on peut l'aider. On va y venir sur les solutions tout à l'heure, on regardera comment on peut aider des jeunes à soit aider leurs jeunes, ou soit s'en sortir, parce que quelquefois ça les questionne très fortement. Mais sur les mots, comment est-ce qu'on y arrive on le disait, c'est pas forcément le diagnostic, mais il faut quand même bien à un moment donné expliquer quelque chose quelquefois à des très jeunes, à des enfants. Hein. C'est la capacité à trouver un langage commun avec les personnes que l'on rencontre. C'est réussir à mettre des mots qui nous permettent de discuter ensemble et de pouvoir trouver une réalité qui sera la nôtre et qui nous permettra de travailler ensemble. Évoquer un symptôme pour un symptôme, un nom scientifique qui change au gré des évolutions, c'est pas forcément quelque chose d'important, mais c'est plutôt expérientiel. Donc il y a cette notion de réussir à créer un langage commun. Et puis au-delà de ce langage commun, c'est réussir ensemble à amener l'individu que l'on rencontre à se positionner face à ces difficultés, qui se caractérisent souvent par des difficultés, bien sûr. Hélène Dafian, les jeunes, ils ont aussi leur vocabulaire sur ces questions de santé mentale. Et vous m'avez montré tout à l'heure un truc, c'est écrit parano. C'est-à-dire que les jeunes dans la rue, ils peuvent utiliser un vocabulaire qui n'est pas le vocabulaire médical, mais ce qu'ils en savent, c'est ce vocabulaire-là. Je pense qu'il faut élargir la notion de diagnostic, en fait. C'est le diagnostic d'une situation. Le diagnostic médical, ils s'en foutent un peu. Hein. Ils ne veulent pas savoir qu'est-ce que... Mais par contre, il faut reconnaître que la situation change. Là, dans le témoignage de Thomas, quand il découvre sur cette feuille, tout seul, que sa maman est malade, c'est ça le diagnostic pour lui. Je pense pour une autre situation que j'ai eue cette semaine en rencontrant une équipe de protection de l'enfance, un jeune qui apprend papa est schizophrène sur l'ordonnance de placement du juge, c'est comme ça que lui il apprend le diagnostic. C'est quelquefois sur la boîte des médicaments, hein, on regarde le médicament. Ou des frères et sœurs à qui on ne dit rien. L'absence du diagnostic n'enlève pas l'absence de questions en fait et de besoin de comprendre. Donc ils vont chercher. Et effectivement, beaucoup de frères et sœurs m'ont confié, moi en fait j'ai attendu qu'il n'y ait personne à la maison pour fouiller dans la boîte de médoc, prenez mon frère et j'ai vu schizophrène. Donc mon frère est schizophrène. Mais en même temps, donc ils sont détenteurs d'un savoir qu'on ne leur donne pas et dont ils peuvent rien faire. C'est là où ça devient problématique et effectivement à un moment donné, il faut pouvoir partager, croiser le savoir expérientiel avec du savoir médical, ne pas les laisser dans une confusion. Cette confusion qui est extrêmement troublante quand elle dure.